Alors, que deviennent les obligations de moyens et de résultats avec la réforme? Alors déjà, je rappelle, les obligations de moyens et de résultats, elles n'existent pas dans le Code civil de 1804. C'est d'abord la doctrine de Mogg au XXe siècle, et ensuite la jurisprudence qui a repris à son compte cette distinction. Vous savez, quand il y a une obligation de résultat, le débiteur doit atteindre le résultat, le créancier n'a pas à prouver sa faute, alors que dans une obligation de moyens, le débiteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre le résultat. S'il ne l'atteint pas, il n'est pas nécessairement responsable, il ne le sera que si le créancier prouve sa faute. Alors, que devient cette distinction dans la réforme? Ça dépend de quelle réforme vous parlez. Si vous parlez de la réforme du droit des obligations, celle qui date de l'ordonnance du 10 février 2016, eh bien, ça n'a absolument rien changé pour une raison très simple, c'est que le législateur n'a pas habilité le pouvoir réglementaire à réformer la responsabilité civile, qu'elle soit contractuelle ou extra-contractuelle. Donc, sur cette question-là, la réforme du droit des contrats n'a absolument mais rien changé. Les articles ont été renumérotés, 1147 devient 1231-1, mais sinon, sur le fond, rien n'a été modifié. Donc, à la question quid de cette distinction avec la réforme du droit des contrats, aucun changement. En revanche, vous savez que la responsabilité civile va être, elle aussi, prochainement réformée. Donc il y a plusieurs projets. Il y a le projet Catala, et le projet Catala envisage d'entériner la distinction entre les obligations de résultats et les obligations de moyens. Mais plus proche encore de nous, parce que le projet Catala il commence à dater, on a le projet de loi du 13 mars 2017 qui, lui, ne consacre absolument pas la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats, et même au contraire. L'article 1250 de ce projet prévoit que toute inexécution du contrat ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre. Et certains auteurs voient dans cet article la condamnation en fait de la distinction entre obligation de moyens et de résultats. Parce que vous notez le parallèle avec le tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On voit bien que c'est construit de la même façon. Donc ça donne le sentiment quand même qu'il faut une faute, un dommage et un lien de causalité. Et donc, s'il faut une faute, c'est que c'est la mort de l'obligation de résultat. Après, elle y est tellement habituée, la Cour de cassation, que c'est pas sûr qu'elle ne continue pas. Voilà.